Aujourd'hui au programme, comme je vous l'ai mis ici, hop, vous pouvez utiliser la commande player. On va parler de deux gars. On va parler de deux gars de la ACC qui sont qui est une A Major, une des six plus grosses conférences où il y a entre autres Duke. Vous avez North Carolina, vous avez NC State, vous avez Notre-Dame, vous avez Clemson, vous avez Florida State. Donc voilà, plusieurs gros programmes dont on entend souvent parler, qui ont envoyé des joueurs à la draft. Et on va aujourd'hui traiter deux guards. J'ai pris exprès deux guards. Un qui est junior, troisième année, Alontes Williams qui joue à Wake Forest pour les Ticon Simmons, donc de Wake Forest, qui ont vu passer par il n'y a pas très longtemps Olivier Sarr avant qui partent du côté de Kentucky. Et on va parler aussi de Blake Weasley, qui est une grosse hype, qui est une grosse cote, qui lui est un freshman, qui plaît beaucoup à certains membres d'envergure. Alexandre, par exemple, est totalement amoureux de ce joueur. Alors Alexandre, c'est le papa du podcast Envergure, et c'est un fan invétéré de Notre Dame. Donc il nous a dit regardez Blake Weasley. Et du coup j'ai fait ce que le patron a demandé. Et voilà, on voit Blake top 10, il y a certains qui le mettent top 10, certains qui le mettent loterie, certains qui le mettent fin de premier tour 20. Si on regarde un petit peu ce que ça dit chez Envergure, parce que ça c'est l'intérêt. Alors hop, on va se mettre dans le big board et je vais vous enlever ma tête pour mettre quand même quelque chose de plus intéressant. Ici normalement vous avez le big board qui s'affiche. Alors, j'ai un petit peu de délai sur mon propre écran, mais ça devrait être bon. Notre ami Blake Weasley, alors pour l'instant, vous l'avez 22e en consensus. 22e en consensus, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous avez 5 boards différents. Celui d'Alex, Manu, Ben, Alan et moi-même, en attendant que Nico fasse le sien. Parce que Nico est un homme très occupé et qui... mais il se penche dessus, il commence à rentrer des joueurs dessus. Et donc en moyenne, le joueur tombe en 22e position. Maintenant, si on regarde où est-ce qu'il est chez chacun, alors hop, je vous envoie si vous voulez faire votre tambouille par vous-même. Vous l'avez en 14 chez Alex, vous l'avez en 18, je crois que ça c'est Manu. Notre ami Ben, il nous le met en 12. Alan, il nous le met en 16. Et moi, est-ce que je vous le mets? Je crois pas que je vous l'ai mis dans mon premier board parce que je suis un hérétique. Donc j'ai pas mis dans mon premier board. C'était trop tôt, vous voyez, je l'ai fait il y a un mois et je vais le mettre à jour. Et globalement, si je le fais, si je le mets, il va être fin de premier tour. D'accord? Donc moi je vais être moins en amour que lui. Enfin, moins en amour sur lui que beaucoup d'autres membres d'envergure. Si on regarde un petit peu ce que les gens en disent. Alors, on l'a freshman, vous avez un article qui a été déjà, enfin scouting report qui a déjà été écrit par Steve, qui est le spécialiste envergure sur la ACC. Donc vous avez là Stevie Boyer, n'hésitez pas à aller le follow sur Twitter parce qu'il nous régale avec ses bons scouting reports. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait qu'en point fort, il y a un profil athlétique. Donc c'est un joueur, vous voyez, qui est long, 1m96, 210 cm d'envergure, donc une belle wingspan, 83 kg. Donc encore un profil léger. Pour l'instant, il est monté fin. On a un joueur qui est très très jeune. Vous voyez que c'est un joueur qui est capable de, il nous dit Steve, de créer un écart, créer une séparation, ce qui est important pour un porteur de balle. Être capable, balle en main, de pouvoir créer un écart pour prendre un tir. Scoring à mi-distance, potentiel défensif, et le mot potentiel est à prendre en considération. Dans les points moyens, le playmaking, donc sa capacité à créer du jeu collectivement, la puissance du joueur. Donc est-ce qu'il est capable d'encaisser du contact, de mettre du contact et de prendre le dessus, c'est-à-dire d'aller au panier et de ne pas se faire arrêter dans son dribble, d'aller au cercle et de provoquer des fautes, de finir avec la faute, ce genre de choses-là. Dans les points faibles, l'efficacité dans le drive et les lancers francs. Je vais pas vous lire le scouting report en détail, il est sur le site, vous avez qu'à aller sur envergure.co, vous trouvez tout ce qu'il faut. Mais dans les points qui va être mis en avant, c'est attaque le cercle avec peu de réussite et un manque d'agressivité. Il peut créer de la séparation, bon dans les situations de drive and kick, et intensité défensive. Et lui, quand il écrit ce scouting report, c'était au bout de 11 matchs. Actuellement, je crois que Notre-Dame, il faudra me le confirmer dans
dans le chat, mais a joué, je vais vous le dire ici, j'aurais dit une vingtaine de matchs. Voilà, il a joué 25 matchs, il en a starté 19, donc très très vite il s'est installé dans le 5 majeur, avec un beau temps de jeu, 28 minutes. On regarde les stats un peu plus précisément. Et donc les pourcentages qu'il donne ici, on va peut-être pouvoir les mettre un peu mais les mettre à jour. D'accord. Est-ce que dans le chat, la Blake Weasley, c'est un nom que vous avez déjà retrouvé sur des gros sites de mock ou pas, ou c'est un mec qui vous est pour le coup inconnu? Vous me dites, comme ça je lis en même temps. Quand on fait le profil d'un joueur en stream, souvent on regarde d'abord les stats, hein. Pour les habitués, on fait d'abord les stats brutes, les stats avancées avec les outils que j'ai ici, et après on passe au film. En stade brut, qu'est-ce que ça dit? Il joue 28 minutes par match, sur 40 possibles, donc il est titulaire. On a vu qu'il s'est installé avec un temps de jeu qui est croissant au fur et à mesure. Il prend 12 tirs par match, c'est le plus gros volume de tirs de l'équipe, donc c'est déjà un joueur qui, dans une équipe de Notre-Dame, assez jeune, a su s'installer, a su prendre les devants. En termes d'efficacité, on a une efficacité moyenne à 41%, on va l'être honnête, ce qui est moyen, pour pas dire assez léger. Quand on regarde un petit peu la répartition, vous avez 7 tirs à 2 points tentés, 48% de réussite. Euh, tu l'as déjà vu jouer en vrai, ou tu l'as déjà vu jouer en, comment dire, en replay? Tu me dis si tu l'as vu jouer en vrai, c'est parce que je sais on a Notre-Dame France qui nous suit sur Twitter, et je sais pas, ça se trouve c'est toi, peut-être que je dis des bêtises ou pas, mais si tu l'as vu jouer en vrai, ça m'intéresse pas mal de voir le ressenti que tu as eu, et même si tu l'as vu en replay, qu'est-ce que tu en as pensé? Salut Sorrento, Blake, mon coup de cœur cette année avec Purdue, Jaden Ivey. Ouais, ça fait un beau backcourt, ça fait un beau backcourt bien sexy, bien charismatique. Euh, Tu l'as vu en vrai? Ah, hyper intéressant. Bah vas-y, n'hésite pas à dire dans le chat ce que t'en as pensé, le ressenti et tout, et comparer avec la vidéo que je vais montrer. Et je suis allé voir Notre-Dame, j'ai un pote là-bas trop bien. Bah écoute, hyper intéressant. Bah n'hésite pas, et je lis, si je réagis pas directement, je lis tout, et je reviendrai dessus après. Trop bien. Voir un joueur en vrai, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est plus difficile de scouter en réel, je trouve, pour avoir l'occasion de le faire, notamment dans notre championnat local, avec le Paris Basket, l'Asvel et tout ça, mais hyper intéressant. Donc on disait 48% à 2 points, on va voir qu'il y a beaucoup de mi-distance, et à 3 points il y a un beau volume de prix, 5 tirs tentés par match, et pour l'instant une réussite assez faible, 31%. Steve il nous dit qu'il y a peu de lancers francs tentés, on est à 4 lancers francs tentés par match, ce qui est correct, mais il faut regarder sur le free throw rate, c'est surtout ça qui va être décisif, et très peu efficace, 64% lancés francs, ce qui est assez dégueulasse, on va être honnête. Après, à côté de ça, on a 3 rebonds, 3,5 rebonds, 2,6 passes, 1,2 steals, 2 turnovers, donc on a un ratio assist turnover à 1 à peine, 2 fautes par match. Voilà, c'est un peu pour le profil statistique brut, ce qui est pas très intéressant, mais toujours bien à faire avant d'aller sur les stats avancées et le film. Tu nous dis, on dirait que c'est facile pour ses adversaires de le contest quand il drive et il croque un peu à 3 points. Et bah tu vois, on va être assez d'accord toi et moi, et on va essayer de regarder ça après sur du film. Euh, Globalement, alors faut prendre en compte que le joueur est très fin, d'accord? Et pourquoi est-ce que chez Envergure ils le mettent aussi haut, mes copains Alex, Alan, etc. C'est parce qu'on est sur ce qu'on appelle de la pré-draft. C'est un processus, un phénomène qu'on voit de plus en plus, où vraiment on va aller chercher des joueurs très hauts, pas près du tout, pour les laisser en développement dans une franchise NBA 1 an, 2 ans, la faire de la G-League, et à ce moment-là exploiter leur potentiel plutôt que les laisser à la fac. L'an dernier, par exemple, vous avez Joshua Primo qui est drafté loterie par les San Antonio, alors que personne ne l'avait dans son top 20, voire même au premier tour, parce qu'il était pas prêt, on pensait qu'il allait faire 2 ans. On est vraiment sur ce processus de pré-draft. Donc aujourd'hui, est-ce que Blake Weasley est un joueur de top 10? Non, mais le pari des gars d'envergure, des autres gars d'envergure, dont auquel moi je ne me rejoins pas particulièrement, mais que je peux entendre, c'est de dire que d'ici 2 3 ans, une fois qu'on aura développé son corps et qu'on aura mis un peu plus de skills avec un staff NBA, ça pourrait être un joueur du niveau de loterie et un joueur qui devienne dominant. Quand on regarde les stats avancées, vous avez Oupmat ici, donc si vous voulez le faire avec moi,
vous avez les deux sites. Ah pardon, excusez-moi, hop là, je me trompe. Voilà, vous avez les deux sites, donc vous avez Hoopmat qui est ce site là qui vous donne la répartition des tirs d'un joueur dans chaque secteur. Vous avez les tirs près du panier, le nombre de tirs qu'il prend près du cercle, le nombre de 2 points longs, donc les mi-distances ici, et le nombre de tirs à 3 points en pourcentage, sa répartition. Et à chaque fois vous avez son efficacité dans ce domaine, et est-ce que le tir est issu ou non d'une passe décisive. Voilà, c'est quelque chose d'assez facile et que moi j'aime beaucoup utiliser. Alors, il se fait pas souvent contrer, mais souvent quand il va au panier, il se fait bouger. Ça lui a tenté une finition casse-gueule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on va essayer de montrer tout à l'heure. Alors, dans sa répartition à Blake Weasley, Steve il nous disait beaucoup de mi-distance. Effectivement, on voit 40% de ses tirs à mi-distance, 43% de ses tirs à 3 points. Non, je dis des bêtises, pardon. 43% de ses tirs à 3 points, excusez-moi, 25% à mi-distance, 31% près du panier. Donc on est redevenu sur une distribution un peu plus NB, un peu plus classique, il y avait un peu moins de mid-range qui ont été pris. Quand il va au panier, 55% au cercle, 22% de pas décisif, ça veut dire que globalement, dans 80% des cas, il se crée son propre accès au cercle. Quand il va au panier, il est assez peu efficace, 56% c'est assez faible. Au niveau NCAA, au niveau NBA ça devient un peu mieux parce qu'on va jouer contre des adultes, mais en ACC 56% au cercle c'est assez faible. Le joueur, on le rappelle, encore une fois excusez-moi, il fait que 83 kg, il est très très jeune. Ceci explique peut-être cela, on verra dans le film. À mi-distance, donc 39% d'efficacité à mi-distance, ce qui est bien, ce qui est intéressant, ce qui veut dire qu'il y a du développement de tir, sachant que dans 95% des cas, c'est du pull-up. C'est un joueur qui aime vraiment se créer un décalage, qui est assez explosif pour se créer un écart et qui aime bien prendre des tirs. Et c'est quelque chose qui est efficace. Être capable de se créer un écart et de prendre des tirs même avec une efficacité moyenne, c'est un skill qui est très valué par les scouts NBA. Ça veut dire qu'on a un joueur qu'on va pouvoir développer derrière, qui va pouvoir faire du shot making à mi-distance mais à 3 points. Mais à 3 points aussi, pardon. Donc ça, c'est peut-être son plus gros point fort, son plus gros argument de vente. Dans le scouting report de Steve, si vous le regardez, vous voyez qu'il était à 50% de réussite. Ça a quand même bien baissé. Pourquoi? Parce que les défenses ont eu le temps de s'adapter, les défenses ont eu le temps de le scouter. Contrairement au début de l'année où c'était un freshman que personne ne connaissait, qui n'était pas hyper coté. Et du coup, on a une adaptation, et notamment une adaptation sur le fait de l'orienter main gauche, ce qu'on pourra voir dans de la vidéo, et quand il est orienté main gauche, il est bien plus en difficulté. Donc il est poussé sur des tirs compliqués, donc il baisse en réussite. C'est pour ça qu'entre le 11e match et le 25e match, vous avez perdu 10% d'efficacité sur ce secteur-là. À 3 points enfin, donc un gros volume à 3 points, cette fois-ci majoritairement en catch and shoot. C'est pas un joueur qui, dans l'offense de Notre-Dame, va beaucoup pull-up of the dribble, qui va beaucoup prendre de tirs derrière un pick and roll. Il est souvent en mouvement, les mains elles sont prêtes, et il est à 31,3% de réussite seulement. Donc c'est assez faible. Maintenant on a vu qu'il y avait un volume important, qu'il y avait une belle réussite à mi-distance, donc on pourrait se dire que à terme il devrait mettre dedans, il devrait rentrer plus de tirs. C'est un projet. Si vous achetez Blake Weasley, vous croyez en sa capacité à mettre des tirs à 3 points. Maintenant il y a un problème, on voit 64,5% de réussite au lancer franc. Le free throw rate il est pas trop mal. On est à 30%, c'est-à-dire que c'est un joueur qui fait quand même tomber des fautes, sachant qu'il va assez régulièrement au panier, donc 31% des cas. Globalement, à chaque fois, enfin une fois qu'il va au cercle, soit il va trouver la faute, soit il va mettre un panier. Et donc ça, c'est une stat qui est plutôt intéressante. Maintenant, il va falloir mettre dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour le profil statistique avancé. On pourrait utiliser Hoop Explorer, mais j'ai pas non plus envie de vous noyer dans les stats au début, donc on se le garde de côté pour Alondes Williams, et on va directement passer à la vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques et tout, n'hésitez pas, hein. Clairement, on peut prendre le temps pour ce joueur. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Pour que ce soit clair, pour que ce soit simple et que ce soit assez joli, je vous ai fait 4 playlists. On va regarder une playlist sur Blake Weasley quand il est balle en main, quand il va driver au cercle, balle en main tout seul. Une playlist
sur Blake Weasley en pick and roll parce que on espère quand le draft aussi haut avoir un porteur de balle primaire ou secondaire qui va pouvoir jouer du pick and roll, ce qui est le système le plus utilisé en NBA encore. Donc comment il gère le pick and roll, comment il gère son dribble, comment il gère son tir, son accès au panier et surtout la passe aussi pour les intérieurs, sachant que Notre-Dame a pas un pivot dominant. On va regarder sa capacité à tirer en catch and shoot et en pull-up, et enfin on va regarder sa défense. Voilà. On va commencer tranquillement sur Blake Weasley, balle en main. Alors au début je vais laisser la playlist tourner. On va regarder, enfin je vais laisser les clips comme ça pendant que je vais décrire ce qui m'intéresse chez ce joueur et ce que j'aime un peu moins, et puis après on fera du clip par clip tout simplement, on fera du ralenti, etc. Vous connaissez un peu la formule. Alors, je vous ai dit, c'est un joueur qui est pour l'instant assez léger. Et donc on le voit dans son drive que quand on va lui mettre du contact, il va galérer à pouvoir finir, il va galérer à pouvoir aller au cercle en encaissant le contact. C'est un joueur qui est pour l'instant très latéralisé sur sa main droite, qui va vraiment être très fluide, explosif sur la main droite et qui gère bien sa vitesse, capable de changer de vitesse, c'est-à-dire ralentir, accélérer dans le drive, qui a une très belle allonge. Donc il peut en quelques pas vraiment se créer un accès au panier, qu'il a des très longs bras pour aller chercher des lay-ups très longs. Il est capable de changer de direction dans ses lay-ups quand il est près du panier en l'air, même s'il a encore une fois la main gauche, elle reste un peu faible. Et finalement au fur et à mesure, les défenses se sont rendues compte que si on l'envoie main gauche, il n'y avait pas toute cette panoplie. Donc les défenses maintenant l'orientent main gauche, où il n'est pas capable d'accélérer, où il n'est pas capable de gérer du contact, et où la finition elle est quand même beaucoup moins bonne. Que fait le joueur pour compenser ça? C'est ce que vous allez voir et ce que vous voyez ici, un spin move. On va partir très souvent sur la main gauche, sur la main droite, on va utiliser un spin move pour replacer sur l'autre main et soit pull-up avec un petit fade away qui maîtrise très bien, soit pouvoir aller finir au cercle. Si vous lui mettez actuellement un contact assez haut et que vous le tenez latéralement, c'est un joueur qui est en grande difficulté. Vous n'allez pas avoir de cross hyper explosif. C'est un mec qui fait très bien des step back, qui va très bien faire des pull-up, mais qui va pas être capable de se faire un accès au panier de façon fluide en changeant de direction. Comme on l'a dit, en termes de gestion de contact, il est pas encore prêt. Si vous le draftez actuellement, enfin aujourd'hui, vous lui mettez 1 ou 2 ans de masse musculaire pour pouvoir être bien plus efficace à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Je crois pas avoir grand chose de plus à dire sur son dribble comme ça. Comme on l'a dit, premier pas explosif, de la longueur, capable de se créer un écart, mais une grosse difficulté main gauche. Maintenant, on va aller regarder ça un peu plus dans le détail, un peu plus au ralenti. Je vous ai mis des clips contre des équipes de différents niveaux. Vous avez du Duke, vous avez du Notre-Dame et vous avez du NC State. Voilà, donc vous avez du Duke, du Howard et du NC State. Donc Howard est une équipe de mid-major assez faible. Duke, cette année, c'est un gros programme avec des joueurs puissants, des joueurs forts. Vous avez Trevor Kills par exemple sur les postes arrière. Et NC State, alors qu'on vient d'avoir un follow, je crois. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci à toi, Jay, qui nous follow, c'est super sympa de ta part, merci beaucoup. Et ouais, NC State, qui est une équipe avec des athlètes, mais qui défend Peanuts. Donc ça laisse des espaces pour Blake Weasley. On est parti. Donc là, au début, sur le premier, je vais pas non plus vous mettre 3000 ralentis, c'est juste de la transition. Le joueur est capable de monter, c'est pas un athlète vertical, c'est pas une menace aérienne de très haut niveau, mais il est capable quand même de monter au cercle. Là, vous l'avez sur de la transition drive main droite, on aime beaucoup cette longueur. Je vais la remettre ici. Ce qui est intéressant avec Blake Weasley, c'est ces longs segments, on rappelle, 2,10 m d'envergure. Donc très facilement avec de la longe, hop, ici, je suis capable d'aller chercher un lay-up très lointain et de protéger ma balle avec la planche. Départ main droite, encore une fois de la longueur et un lay-up. Main droite après contact, encore une fois ici. Et ce que j'aime particulièrement sur cet extrait, c'est quand je vous dis changer de rythme,
Vous allez la voir ici. Hop, je freeze. Je ralentis ma vitesse pour laisser passer le pivot. Je vais mettre encore plus lent. Je ralentis ma vitesse pour laisser passer le pivot. Et pour éviter le contre, hop, je change de direction en l'air et je termine avec belle efficacité. Maintenant, quand on vous dit que le joueur il manque de puissance, on le revoit ici. Donc là vous avez une accélération, mais il se fait contrer au cercle parce que même s'il est long, on voit que son corps il est en retrait par rapport au protecteur de cercle. Il rentre pas dans le protecteur de cercle pour mettre du contact et finir avec la faute. Il va utiliser cette longueur pour essayer d'éviter le contact un maximum. Et donc très souvent cette année il va se faire contrer au panier comme ça. Ce qui explique les 55% de réussite seulement. Donc là vous l'avez en départ main gauche. On revient sur la main droite et je finis au cercle. Encore une fois, même si main gauche il est moins bon, il y a un départ explosif qui lui permet de créer une surcharge. Et quand je vous dis on essaie de protéger la balle un maximum avec ce joueur avec de la longueur, on est dans ce genre de situation là face à Jeremy Rock qui est un bon défenseur NCA. Alors on va remettre en vitesse normale. Donc là le joueur s'appuie sur sa main gauche, vous voyez il est orienté main gauche, il est capable de changer de direction, on l'oriente main gauche, il a des bons fondamentaux de pied, capable de créer un écart et on finit sur un petit fadeaway, move qui maîtrise parfaitement, parce qu'encore une fois, alors même s'il est bon dessus, il n'est pas capable de pouvoir terminer en drive main gauche au cercle, il sait qu'il va être plus en difficulté, donc très souvent on repart sur un petit fadeaway. Là vous l'avez encore sur des pull-ups, quand il est contesté on va le remettre ici. Donc là il y a eu un switch par un ailier, on va l'envoyer main droite, le spin, on repasse main gauche, on voit qu'il n'y a pas d'option, un autre fadeaway, et cette fois-ci ça rentrera pas. Donc trop souvent encore pour le moment il y a ce genre de tir un peu casse-brique. Là vous voyez, on lui donne une direction franche, on veut vraiment l'envoyer sur sa main gauche, du coup il dribble beaucoup, il n'arrive pas à se trouver un écart, et il se fait contrer par Theo qui est un pivot. Ça c'est quelque chose qui me pose fortement problème pour le niveau supérieur. Alors l'image, je m'excuse pour la qualité, on est sur de la capture YouTube là. Quand un pivot veut te tenir sur ta main faible, ça me pose problème. Encore une fois ici vous voyez l'orientation, il est orienté main gauche, on passe sur pick and roll switch. Orienté encore main gauche, il repasse main droite parce qu'il n'arrive pas à créer un écart et ça l'oblige du coup à ce spin move et il y a une perte de balle. On va pas, je crois que j'en ai un dernier ici, orienté main gauche et du coup passage en force. Voilà, tout simplement. Donc si jamais vous l'avez pas compris alors que je le répète 43 fois, on va devoir développer une main faible, on va devoir faire des progrès sur ce dribble pour être une réelle menace balle en main, sinon sur du scouting NBA il va clairement se faire exploser. Là encore une fois tenu par un ailier, alors le pull-up rentre, mais c'est vraiment un pull-up qui est obligé, c'est pas un choix qu'il fait, c'est quelque chose qui s'oblige. Il y a un switch face à Clemson. Et excusez-moi, j'ai un appel, donc je me mets ça en ignorer rapidement. Et voilà. On va passer maintenant sur qu'est-ce que peut faire le joueur en pick and roll. En NBA, on l'a vu que c'était une arme obligatoire maintenant pour un porteur de balle. Est-ce que le joueur Blake Wesley peut exister sur pick and roll? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je vais laisser tourner en boucle pour vous donner mon avis dessus et puis après on fera du ralenti. Globalement, on aime bien la navigation du joueur sur pick and roll. C'est un joueur qui est assez fluide, qui maîtrise bien son dribble, qui maîtrise bien sa navigation balle en main, capable de gérer le tempo. C'est un mec qui est très bon sur du pull-up à mi-distance, donc si il a un meilleur pivot,
il pourra sanctionner à mi-distance sur une défense de drop, et il y a de plus en plus de défenses de drop en saison régulière. C'est un mec qui est bon sur drive and kick. Donc quand on lui donne un pick and roll et qu'il y a un accès au panier, il pourra kicker. S'il y a jamais il y a une aide qui vient, une rotation défensive qui vient, qui laissera du coup un coéquipier à 3 points dans les corners. Maintenant, c'est un joueur qui va beaucoup rater, je trouve, de passes faciles. Que ce soit pour un rollman ou bien que ce soit pour un joueur en pick and pop. Il a une manie, vous allez voir, c'est qu'il refuse très souvent l'écran. C'est quelque chose qu'on voit NBA beaucoup, par exemple Jimmy Butler le fait énormément. Il y a un écran, il va très très souvent partir dans la direction opposée à l'écran et essayer de faire un drive main droite et ensuite pull-up. C'est quelque chose vraiment qui est symptomatique, je dirais, chez ce joueur-là. Et on va essayer de voir ça du coup dans les extraits. Alors des fois il trouve des bonnes passes et des fois on voit que c'est pas encore fluide. Pour moi il y a un vrai travail de vista à faire, c'est pour ça que j'y crois pas comme étant un porteur de balle principal. Je le vois pas être le meneur de jeu d'une équipe malgré sa taille pour l'instant. Pour moi c'est plus un porteur de balle secondaire, voire un porteur de balle de banc, plus qu'un réel meneur. C'est un combo mais dans le mauvais sens du terme pour le moment. Voilà, on va essayer de regarder ça. Donc globalement sur pick and roll, je peux aller au panier quand je suis main droite, quand je suis main gauche c'est plus compliqué. J'utilise bien ma longueur, je peux surtout pull-up à mi-distance, et ça je le fais très très bien. J'ai pas pour le moment de tir à 3 points derrière l'écran, donc si une défense fait l'impasse sur son tir, ce qui arrive déjà en NCAA, il va pas prendre de tir à 3 points derrière l'écran. Et la vision de jeu est à développer. Il y a des bons flashs, notamment en drive and kick, ce qui fait très bien, mais pour un rollman ou pour un pop, c'est beaucoup plus faible. On va essayer de regarder ça du coup en, en clip par clip, en vitesse un peu plus lente. Alors on se remet là, hop, et on commence par les clips pour lui-même. Alors hop, 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 et c'est parti. Alors je la remets depuis le début, excusez-moi, moi je l'ai raté. Donc la pick and roll, vous voyez, il essaie de refuser l'écran, il repasse sur sa main gauche, et derrière il rentre dans le corps de Kofi Cockburn, il absorbe le contact et il finit. Ça c'est quelque chose qu'on pourra voir en année 2, en année 3, lorsqu'il aura plus de puissance, qu'il aura pris 10 kilos, de pouvoir rentrer dans les pivots et de finir avec la faute, de finir au contact et d'utiliser sa longueur. Ça c'est vraiment le projet qu'on veut voir. Là encore une fois, pick and roll, aller chercher la faute, mettre du contact. Ça c'est vraiment un axe de développement qu'on va aller voir. Ce clip là, on voit, quand je vous dis refuser l'écran, c'est ça. Il y a un écran pour le mettre main droite, il refuse l'écran, il surprend le défenseur, on a un départ main gauche, et avec ma longueur de bras, je peux trouver un lay-up facile. Autre pick and roll, la défense essaie de le refuser l'écran, et là, donc, enfin, la défense essaie de contester la prise de l'écran sur pick and roll, pas de souci pour lui, je pars main gauche, je suis explosif, hop step, et je finis main droite. Action suivante, donc encore un pick and roll. Cette fois-ci je pars main gauche, il y a une bonne aide de la part de la défense et je suis capable de prendre un pull-up à mi-distance. Là-dessus, je suis en efficacité. Donc je le remets ici parce qu'il y a une bonne aide de la défense et qu'il y a quand même une belle protection de balle. Donc regardez ici, je freeze. Bonne aide centrale, ça c'est une défense que j'aime beaucoup, que malheureusement je ne retrouve pas assez en NBA. Il arrive à protéger son ballon, ne pas se faire intercepter. Kofi Cockburn est un pivot classique qui drop, donc il est un protecteur de cercle assez peu mobile. Est en bas, il redescend. Et je vais prendre le pull-up sur sa tête. Avec efficacité. Donc la action suivante, pick and roll, je pars main gauche. Je repasse main droite, je reviens main gauche. Une belle patience. Et je vais aller trouver une finition près du panier. Ça aussi c'est un skill qu'il a bien. Je peux le remettre. C'est que c'est un joueur qui est patient, qui est capable de faire sauter la défense. Et de trouver du coup soit un lay-up, soit une faute sur une deuxième attention. Donc on la remet.
en vitesse réelle ici. Donc main gauche, hop, feinte, je fais sauter Kofi Cockburn et je termine en efficacité. Ici il est dans le corner. On va venir récupérer la balle. Il est orienté pour le main gauche, je pars main droite, je refuse l'écran. Et avec du toucher, je vais aller finir sur une sorte de flotteur main droite. Ici, pick and roll encore une fois, pull-up mi-distance. Vraiment c'est sa signature, quelque chose qui fait déjà très très bien. Et quand NBA il aura le fantasme des pivots qui switch, c'est vraiment pas une réalité. Actuellement, on a quand même beaucoup de pivots qui restent très très bas dans les défenses et ça en saison régulière vous l'avez tous les ans. C'est pour ça que beaucoup de porteurs de balles qu'on trouvait pas assez athlétiques, on disait ah il est pas assez athlétique pour se créer un écart, il y arrivera pas. Finalement en saison régulière, il domine. Je pense à Tyrese Haliburton, ce qui est vraiment une de mes erreurs de scouting. Au début je me disais mais non, le joueur n'arrive pas à se créer un écart, il est pas assez athlétique. Mais parce qu'il navigue très bien, parce qu'il a cette arme à mi-distance et qu'il a cette capacité à passer de façon supérieure, Tyrese Haliburton a beaucoup de tirs comme ça, a beaucoup de situations ouvertes et du coup il est en réussite. Donc Blake Weasley peut le faire. Le tir à mi-distance revient. On voit Phoenix qui est une des meilleures attaques, le fait très bien. Chicago le fait beaucoup aussi. Donc dans les grosses attaques vous avez beaucoup de mid-range. Touk. Alors Venom, je vois que notre bot t'a censuré. Effectivement, il est paramétré pour ne pas mettre de lien dans le chat, donc je suis désolé. Si tu voulais nous mettre un lien intéressant, tu peux me l'envoyer via Twitter et je pourrais essayer de le transmettre si c'est un rapport avec Blake Weasley, mais voilà, désolé pour ça. On repart. Donc ici il se fait contrer parce qu'on voit qu'il y a un problème au niveau de la main gauche. Alors pour le faire rapidement, quand il est sur pick and roll et qu'il va être orienté main gauche, il aurait dû finir de la main gauche et il repasse trop souvent sur sa main droite malheureusement. Donc vous voyez là on l'oriente main gauche, il prend de vitesse le joueur, il devrait finir main gauche, il revient main droite et du coup il se fait contrer. Donc encore une fois quand on parle de développer la main faible on est là-dessus. Ici, pick and roll, je suis patient, je vais utiliser ma main gauche. Moi ce qui me pose problème quand je vous parle de vision de jeu, c'est que on est sur une situation de pick and pop qu'il pourra avoir en NBA et il rate totalement le joueur ouvert. Donc là, Paolo Banchero est descendu hyper bas pour contester. Vous avez un tir à 3 points ouvert ici avec un joueur qui peut sanctionner et Blake Weasley est dans ce tunnel vision. Il kick bien sur les côtés mais en pick and pop il rate souvent le poseur d'écran et du coup on aurait pu avoir un tir ouvert et on finit avec un lay-up raté. Alors là, action suivante au niveau du clip, donc ça galère totalement. Je suis désolé pour celui-là, je vous le remets. Bon bah c'est le clip qui marche pas, tant pis, c'est pas grave. Donc là, on revient encore une fois, cette fois-ci une bonne lecture. Et là le pick and pop il est réussi. Donc voilà, il y a des flashs à la passe qui me font dire que ça peut devenir un porteur de balle secondaire, mais il n'est pas assez fluide pour le moment pour être un porteur de balle principal. On rappelle Kobe White il y a 3 ans quand il est drafté, il avait le même problème. On se disait que oui, ça pouvait être un joueur de driving kick, etc. Mais finalement, il n'a jamais réussi à passer le cap. Et c'est pour Blake Weasley de pas être capable aussi de passer le cap. Donc là, vous voyez, il y a une bonne space, mais le timing est tellement lent, c'est pas du tout en fluidité, je vous la remets. Il y a beaucoup trop d'hésitation pour que ça puisse marcher en NBA. Donc là, main gauche, il y a un espace qui est créé, je freeze. Il y a une passe ici à faire au sol. Vous avez la bonne passe qui est là. Et finalement, il attend, et il la transmet, mais bien trop tard pour que ce soit une passe réussie. Là, on l'oriente main gauche, et encore une fois, il rate totalement la transmission ici. On peut se la refaire. On ralentit. Orientation main gauche. La défense fait n'importe quoi. Vous avez mon ami Dewan Seaborn que j'aime très fort ici. Mais il y a vraiment un espace énorme. Il y a une passe à transmettre là. On est main gauche, pas capable de passer à une main gauche. Et le joueur se retrouve ouvert, mais la passe n'arrivera jamais. Pick and roll main droite. Cette fois-ci, il y a la passe qui est transmise. Alors, en termes de timing, elle n'est pas parfaite. Elle est faite un peu tôt cette passe. Mais au moins,
elle a le mérite d'être là. Donc là il y a un écran, on aurait pu normalement avoir une passe dans l'axe, dans la course, pour que le joueur n'ait pas à dribbler autant pour s'accéder à un accès au panier. On l'envoie par-dessus un peu trop haute, il y a 2 dribbles à faire pour avoir une finition. Voilà. Donc ça c'est une passe qui finit par une passe décisive mais qui n'est pas une bonne passe dans un meneur de jeu. Encore une fois ici il y a un rôle qui est raté avec un joueur frustré au niveau de son coéquipier. On se la refait. Pick and roll. Bon, l'écran est mal posé, mais vous avez une passe ici dans l'axe complètement ouvert, il n'y a pas de couverture défensive côté faible, et la passe n'arrivera jamais. Voilà. Ça c'est pour notre ami Blake Wesley, balle en main, donc joueur de pick and roll, oui, pour lui-même, oui, joueur de drive and kick, ok, mais pour l'instant dans la création collective en tant que meneur de jeu pour faire jouer un big man, non, c'est pas encore en place. On va aller voir sur son tir maintenant, est-ce que le joueur est capable? On a vu qu'il y avait une réussite intéressante à mi-distance, mais à 3 points que c'était pas ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, 31%, beaucoup de catch and shoot, je vous ai mis des séquences de catch and shoot. On voit qu'en termes de mécanique c'est ok, le geste il est fluide, la balle est un peu poussée en avant. Quand il rentre dans le ballon, il est plus en efficacité. Pour l'instant il n'y a pas la capacité à pouvoir créer son propre tir à 3 points depuis le dribble. On voit aussi que le joueur est plus en efficacité lorsque la balle arrive directement sur sa main droite, donc sa main de shoot. La balle arrive sur sa main de shoot, il peut s'élever directement et sanctionner, mais lorsque la balle arrive sur sa main gauche, qui doit du coup repasser, réaxer main droite et s'élever, c'est beaucoup plus en difficulté. Là vous le voyez, sur du pull-up, le tir est assez poussé en avant, vous avez un manque d'équilibre au niveau des pieds, les pieds partent en avant aussi, donc c'est un joueur qui a un tir qui n'est pas encore stabilisé. Lorsqu'il est en équilibre, il est efficace, lorsqu'il est en déséquilibre, ce qui arrive trop souvent, il manque d'efficacité. Donc, est-ce que je crois dans le tir à terme? Oui, moi j'ai envie de dire que oui, parce qu'il y a une mécanique qui est vraiment pas mal et qu'on voit qu'il est capable de créer de l'écart. Maintenant, est-ce qu'il est capable de sanctionner à 3 points, step back, etc. J'en suis moins sûr. Et puis je vous ai mis aussi quelques actions loin du ballon, dans des cuts, etc. parce qu'il peut se rendre disponible, même si c'est vraiment un secteur minoritaire de son jeu. Pour aller sur le tir, donc, je vous en remets un ici parce que lui m'intéresse, vous voyez la balle. Alors je vais le mettre au ralenti. Hop là. Ici. Les mains elles sont prêtes, la balle arrive main droite et donc très vite je peux réaxer, armer, déclencher avec une mécanique rapide. Quand je suis dans l'axe, balle arrive main droite et que je rentre dans la balle, c'est pareil, je suis en efficacité. Maintenant, il faut que je trouve l'exemple où la balle elle arrive sur sa main gauche. Hop. Donc là, encore une fois, on arrive main droite. Mais lui ne rentre pas. Mais quand on arrive sur sa main gauche, voilà, il prend du temps à remettre dans l'axe et du coup, il est bien plus en difficulté. Et sur le pull-up, alors le lancer franc, on a vu 65% de réussite, ce qui est pas bien du tout. Mécaniquement, la pointe des pieds, un joueur qui est très sur la pointe des pieds. Mais moi je suis pas un expert là-dessus, il faudrait demander à Nicolas Lang ou bien à Pierre qui se connaît mieux que moi sur le tir. Vous voyez dans le pull-up, c'est très poussé en avant et les jambes sont très désaxées. On les remet ici, mais hop là. J'ai envie de freeze au bon moment. Donc là, dans le dribble, donc voilà, on se pousse en avant et les pieds partent vraiment en grand écart, en équerre. Et il y a un manque d'équilibre dans ce tir là et du coup pas d'efficacité. Donc ici je suis en sortie de pick and roll, on repasse main droite et encore une fois un tir très en déséquilibre. Et cette fois-ci il rentre, mais c'est globalement on l'a vu 31%, il y a peu d'efficacité sur ces tirs là, je crois qu'il a moins de 25% sur le pull-up à 3 points. Voilà.
Défensivement, enfin pour terminer sur ce joueur, euh, Steve nous disait, hop là, potentiel défensif. Potentiel défensif par sa longueur, par sa mobilité, par le fait qu'il pense qu'on pourra rajouter, alors je pense qu'il le met là, voilà, donc, pouvoir rajouter de la masse sur le haut du corps et encaisser mieux le contact, donc belle intensité, pour être un peu plus fléchi afin de mieux cadrer les appuis de ton adversaire direct. Vous voyez que Steve, il travaille dans le basket avec les... Il y a un avis qui est vraiment pointu, ça fait plaisir. Vigilant en défense non porteur, concerné, souvent en place dans les aides et peut défendre efficacement sur les lignes de passe. Alors, moi, ça là-dessus, sur les lignes de passe, je suis d'accord. C'est un joueur qui va jouer très souvent l'interception. On le voit, il est à 1,7 steals par match. Il va, non, ouais, 1,2 steals par match. Il joue très souvent la ligne de passe. Maintenant, euh, sur la, sur la défense directe, moi j'ai un problème quand même, c'est au niveau encore une fois de l'implication sur pick and roll. Je trouve que très souvent sur pick and roll, il se fait prendre dedans, il n'est pas attentif et des fois il y a un manque de concentration et c'est ce qu'on va pouvoir voir ici. On est sur un potentiel défensif par la longueur de bras, par effectivement la rotation. C'est un joueur qui est bon dans les rotations et par la lecture des lignes de passe, mais ça implique qu'il fait du gamble et donc ça implique que souvent il crée des situations de surcharge pour l'attaque en étant hors de position. Donc ici ce que j'aime bien c'est que latéralement, alors il est sur un extérieur, hop, latéralement vous voyez que il tient bien, les pieds bougent bien, il encaisse bien le contact et il va orienter pour amener jusqu'au cercle. On met de l'intensité, on met de l'agressivité sur la balle, on encaisse le contact et là on conteste avec les deux mains. Donc même sur un joueur plus physique, capable de contester main droite, contester main gauche. On va être très disruptif, on va être très agressif dans les end-off, dans les lignes de passe et avec sa longueur on va aller chercher des steals, c'est quelque chose qui fait très très bien. Il a une belle anticipation de la ligne de passe, il comprend bien. Sur de la rotation défensive, il vient souvent en aide, il reste vertical près du cercle, donc c'est un joueur qui va être intéressant sur ce secteur-là. Mais à contrario, on voit aussi qu'il y a encore un problème pour encaisser le contact. Sur des profils d'arrière assez puissants, il se fait rentrer dedans, il se fait bully et il va jusqu'au cercle. Et le fait de vouloir gamble, ça fait que des fois, il laisse passer son défenseur, enfin son attaquant pardon, et du coup il revient pas derrière. Et sur pick and roll, une fois qu'il est battu, il est assez nonchalant. Donc il y a ce genre de choses là à travailler. Maintenant on va pouvoir aller sur du clip un peu plus comment dire, un peu plus individuel. Donc ici, hop là. Donc je passe sous l'écran, latéralement il y a une belle mobilité au niveau des pieds, au niveau des appuis, je reste vertical, je conteste le tir sans provoquer de faute, donc ça il le fait très très bien avec sa longueur. Sur pick and roll, là il y a un switch agressif, on voit, regardez, les mains. Donc les pieds sont bien placés, mais la main, elle est... Hop, on va mettre un peu de pression sur le ballon, regardez-moi cette longueur tentaculaire au niveau de son bras, quelque chose de très difforme. Les pieds bougent bien, on anticipe bien le drive, je tiens au contact, je change de main ici, parce que je sais que je peux avoir un bras roulé, j'oriente et je vais contester finalement à la fin le fadeaway ici. Donc il y a une très bonne lecture défensive, il y a une très bonne gestion de l'orientation défensive sur ce jour-là. Là on va aller casser, je vous le disais, le end-off par sa longueur. Je rentre dans le end-off avec ma longueur de bras, je crée du coup une style, une transition, et je peux aller finir en dunkant simplement au panier. Ça il le fait très très bien aussi. Ici en lecture de ligne de passe, donc on vient aider, il lit tout de suite la passe, c'était du football américain, et après par mon dribble, j'arrive à me séparer de la défense et je crée une transition. Donc là il est pris dans l'écran. Alors pour une fois que Mark Williams pose un bon écran, mais je reste agressif, je reviens au contact et du coup je ne permets pas d'avoir un surcharge. Quand il fait ça, je l'achète 100%. Mais il y a des fois, beaucoup de fois il le fait pas. Maintenant Transition, Edgy Griffin, il n'arrive pas à arrêter le ballon, il se fait battre en physique.
et du coup derrière il va créer un lay-up facile. Donc là-dessus, comme je vous dis, il faut qu'il prenne de la masse corporelle et qu'on est sur un processus de pré-draft pour un joueur qui sera prêt dans 2-3 ans. Typiquement c'est ça. Là, vous voyez, on va aller tenter l'interception, mais je suis battu et derrière il n'y a pas d'effort. Il y a vraiment, il joue déjà la transition d'attaque de l'autre côté comme un lycéen et, euh, et ça, alors il a de la chance parce que ça rentre pas, mais ça au niveau NBA ce sera pas pardonnable. Là, il est face à Deron Seabrand qui est un porteur de balle très puissant, très explosif que j'aime beaucoup. Battu sur le pick and roll, c'est un bon écran, mais il y a pas de tentative pour revenir derrière. Il reste battu, il attend que l'action se finisse. Ici, ça va être la même chose. Donc Deron Seabrand appelle le pick and roll, je conteste, je me fais prendre dans l'écran et j'attends que ça se passe. Et je vais pas venir derrière proposer une solution, une rotation, proposer un repli intéressant. Voilà. Donc c'est un joueur qui est très jeune, aussi bien physiquement que dans son basket, qui va devoir gagner en maturité, en stabilité, en physicalité, qu'on va surdrafter, pré-drafter pour avoir dans 1, 2, 3 ans, enfin pour avoir dans 2-3 ans un joueur NBA. On va le laisser faire des erreurs en G-League, à l'image d'un Joshua Primo actuellement du côté des Spurs qui alterne entre la G-League et qui a un peu de temps de jeu en NBA et on voit qu'il fait des belles choses déjà. On va lui laisser le temps de faire des erreurs. Je pense que le projet, c'est d'avoir un porteur de balle secondaire, d'avoir un mec qui va pouvoir créer son propre décalage et prendre des tirs, qui va pouvoir se charger à terme du meilleur porteur de balle adverse en défense et avec sa longueur venir créer un problème. Est-ce que c'est un titulaire NBA? Ce serait pour moi son plafond. Je le vois pas être un All-Star ou quoi que ce soit parce que je trouve qu'il y a un trop gros retard sur la main gauche pour que ce soit vraiment possible d'en faire un handler All-Star. Il y a, il y a un fantasme du développement du dribble chez certains prospects qui moi m'interroge. Je pense que quand on a cet âge-là, 19 ans, et qu'on est si comment dire, si latéralisé sur une main forte, c'est très difficile de créer un dribble sur une main faible. Donc là-dessus j'y crois pas. Mais voilà, avoir un bon défenseur dans l'équipe, il faut que le tir rentre, avoir un bon porteur de balle secondaire, c'est ça qu'on achète. Donc moi je l'ai en fin de premier tour en espérant qu'il tombe pas dans une équipe trop compétitive, qu'il le fera pas jouer du tout, qui comptera pas dessus et qui s'en servira en disant je le draft parce que j'ai un pic et auquel il a du potentiel à la NBA 2K que l'an dernier les Clippers, je m'acharne sur eux, ont fait avec Keon Johnson par exemple. Et heureusement le mec se fait transférer du côté des Blazers. J'espère qu'il tombera dans une équipe qui sera patiente avec lui, qui aura un vrai projet. Donc je pense que c'est même mieux qu'il soit drafté en fin de loterie, comme ce que Alan, Alexandre, etc. ont mis, plutôt qu'il se fasse drafter là où moi je l'attends sur son niveau réel en 25, enfin entre 20 et 30, et qu'il puisse jamais jouer, jamais se développer. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur ce joueur. N'hésitez pas à le regarder, à comparer les avis surtout, à lire ce que Alex en dit, ce qu'Alan en dit, ce que Steve en dit, etc. Aller voir sur des podcasts US et tout. Je pense que c'est un joueur qui, s'il a une promesse au premier tour, il ira, même s'il n'est pas prêt. Financièrement parlant, c'est vraiment irréaliste de penser que un mec peut refuser un premier tour. Voilà, si une équipe a une idée, un projet style San Antonio, pourquoi pas. Mais c'est un mec, faudra pas être surpris si il est drafté, que vous le voyez pas pendant 2 ans et que d'un coup il surgit et qu'il devient fort. C'est voilà, c'est l'idée de ce projet avec Joshua Primo.